Bonjour et bienvenue dans le sommet virtuel sur le gouvernement ouvert pour la jeunesse. Pour ce panel de discussion sur la participation publique et l'espace civique, le thème de notre discussion aujourd'hui est le rôle des jeunes dans la démocratie en période de pandémie du COVID-19. Nous avons avec nous trois orateurs, Sada Jadid Mahamat, Dosso Mohamedou et Al-Hafiz Hassan Ahmad, qui vont nous parler sur le thème qui est aujourd'hui le rôle des jeunes et avec un aspect sur le continent africain spécifiquement. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais demander à mes orateurs, à commencer par Al-Hafiz. Donc, Al-Hafiz, nous avons remarqué que dans la période de pandémie du COVID-19, donc la méthode principale afin de combattre le virus a été d'éviter, d'empêcher de sortir et d'obliger les gens à porter des masques ou d'utiliser les gants. Donc, d'une certaine manière, cela a été mis en place afin de protéger les populations. Toutefois, on a aussi noté plusieurs abus de la part des autorités, notamment en termes de violence contre ceux qui n'ont pas obéi aux ordres. Et de cette manière, les gouvernements ont, d'une certaine façon, abusé de leur pouvoir. Est-ce que vous avez des conseils pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui afin qu'ils puissent prendre des actions concrètes pour empêcher ces abus et comment faire pour s'assurer que ça ne se reproduise plus? Al-Hafiz, est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour Tania, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Al-Hafiz Hassan, directeur pays de Global Christian. Et merci pour cette invitation une fois. C'est un honneur de partager avec vous aujourd'hui sur le thème le rôle des jeunes dans la démocratie en période de pandémie de la COVID-19. Nous savons tous que nous avons été surpris par cette maladie ou par cette pandémie auquel personne ne s'attendait. Elle était survenue à un moment et puis elle a changé le cours de notre vie. Elle a changé nos manières de vivre d'une manière générale. Au début de la pandémie, nos gouvernants ont pris de nombreuses décisions, parmi lesquelles la restriction des libertés, le confinement. Certains pays ont été même confinés. Donc, le déplacement a été limité, les écoles ont été fermées, etc. Donc, il y a lieu de se demander, vu la définition de la démocratie, qui est quand même garant des libertés individuelles et des libertés fondamentales, est-ce qu'on peut parler vraiment de la démocratie en cette période exceptionnelle? Donc, comme vous l'avez dit, il y a eu beaucoup de violations, mais le gouvernement avance toujours que c'est à cause de la... some of the challenges that continue. Est-ce qu'il peut désactiver son micro? Merci. Donc, le gouvernement a toujours avancé la raison de la sécurité sanitaire pour nous imposer ces lois, pour nous imposer ces trucs. Et on a vu que dans certains pays, même le port du masque était devenu obligatoire. Les forces de l'ordre utilisent la force pour imposer ça à la population, pour que les gens portent les masques, pour que les gens restent à la maison, pour que les boutiques ne s'ouvrent pas, pour interdire certaines activités. Est-ce qu'on peut parler vraiment de la violation des droits fondamentaux? On peut dire oui. La méthode qui a été employée par la police n'était pas vraiment une méthode appréciable du moment où les gens ne connaissent pas. Au lieu de sensibiliser les gens, ils préfèrent employer la force, mettre des amendes pour que les gens puissent porter
le masque aujourd'hui, si on prend le cas ici chez nous, les gens portent le masque, police, mais ailleurs, les gens ne portent pas le masque, sincèrement dit. Quand on circule dans les rues de N'Djamena, tout le monde porte masque, mais ce n'est pas la peur de la maladie qui fait ça aux gens, mais c'est parce qu'il y a la police au rond-point qui arrête les gens. Parce que ça, alors, n'y a-t-il pas un autre moyen pour qu'on puisse sensibiliser les forces de l'ordre au lieu de réprimer? Pourquoi eux aussi ils n'utilisent pas la sensibilisation? Le fait que vous portez le masque, ce n'est pas pour vous imposer quelque chose, mais c'est juste pour votre protection, pour votre santé. Ne serait-il pas mieux? Le deuxième point que je vais aborder plus vite pour laisser la place aux autres, c'est aussi le problème des élections. Au début, on pensait qu'avec la venue de la COVID-19, on pensait que les élections allaient être reportées ou les élections au président vont quand même prolonger leur mandat. Mais on a vu que vraiment les élections ont été maintenues. On a vu déjà au Mali, au Burundi, les élections ont déjà eu lieu. Aujourd'hui même, nous avons l'élection en Tanzanie. Dans les 10 jours passés, la Guinée a passé ses élections et dans 2 jours, la Côte d'Ivoire également va passer ses élections. Donc, le vrai problème que nous voyons aujourd'hui en Afrique, surtout ce qui se passe maintenant en Guinée et en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le problème de la pandémie qui fait problème, mais c'est la violence à l'élection qui fait peur aux gens. Donc, voici, Tania, ce que je peux vous dire de ma petite présentation et j'espère que la discussion va nous donner plus d'idées. Merci. Merci à la France. Comme vous l'avez mentionné, nous avons vu plusieurs situations dont des situations dans lesquelles les autorités ont pris avantage de la pandémie et n'ont pas hésité à bafouer les droits des gens. Et je vais maintenant me tourner vers Sada. Sada, vous êtes une militante pour les droits des femmes et nous avons remarqué que la pandémie du COVID-19 a malheureusement été associée à une recrudescence dans la violence domestique. Et aussi, vu que les écoles étaient fermées, donc les étudiants étaient tous à la maison et à la réouverture des écoles, plusieurs familles ont hésité de renvoyer leurs filles à l'école parce que malgré les campagnes qui ont été menées avant la pandémie, maintenant ces familles sont appauvries et elles ne voient plus l'intérêt d'envoyer leurs filles à l'école, mais elles préfèrent plutôt marier les filles jeunes ou leur envoyer au travail. Donc, comment faire justement et comment aider les jeunes à aider ceux qui sont dans le besoin, comment comment s'aider soi-même et aussi empêcher afin que cette situation ne se prolonge encore plus longtemps. À vous, Sada. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonjour Tania. Moi, je réponds au nom de Saada Garit Mohamed, ambassadrice Victoria Salima pour la région de l'Afrique centrale. Merci pour la question, Tania. Mais avec la pandémie du coronavirus, toute mesure de restriction des droits et des libertés des citoyens peut se justifier par un impérieux besoin de protéger la santé de tous. Et plus loin, cette attitude peut donner une carte blanche à certains régimes de pouvoir isoler des voix discordantes au nom de la sécurité sanitaire. Et face à cette situation qui constitue une entrave aux droits des citoyens, la jeunesse se trouve au cœur d'un double combat en fait. Celui de lutter contre la pandémie qui gagne du terrain d'une part et celui de faire porter la voix de la jeunesse d'une autre part. Et là où les libertés semblent être entravées dans ces contextes qui excluent tout regroupement au risque de faciliter la propagation du virus dès lors que les gestes barrières venaient à manquer. Et là maintenant, après avoir parlé du contexte qui rend difficile l'existence de certains droits, notamment celui par exemple de manifester pacifiquement contre les agissements contraire à la démocratie et à l'intérêt de la jeunesse par certains dirigeants. Donc, il faut vraiment essayer de monter la stratégie à adopter pour se faire entendre comme le thème même de notre débat l'exige. C'est-à-dire la manière dont
on peut agir pour résister à un pouvoir à l'ère de COVID-19 qui impose certaines restrictions sanitaires. Et comme stratégie, on peut les dire stratégie 1, pourquoi ne pas envisager du cycle infernal d'une jeunesse condamnée à se contenter d'un rôle de second rang, c'est-à-dire un rôle purement constataire, alors que cette jeunesse qui a toutes les capacités requises pour faire porter ses aspirations devant la scène politique. Devant la scène politique. Et pour ce faire, une implication au niveau associatif n'est pas vraiment suffisant, en fait, autant pour moi. La jeunesse peut influer davantage sur les politiques publiques en devenant des conseillers dans les municipalités, à l'hémicycle, par exemple. Et je parle bien évidemment de se présenter aux élections municipales. Pourquoi ne pas être des maires de communes, voilà, au niveau local, c'est-à-dire voir une implication vraiment au niveau local pour attirer l'attention des gens. Car la pandémie qui nous apprend à vivre désormais avec elle réduit nos marches et nos revendications, donc, qui nous reviennent en fait. Donc, il faut vraiment une jeunesse d'action et il faut vraiment une sensibilisation à la hauteur pour que voilà, chacun ait son droit et savoir comment se poser dans la société. Voilà, c'est un peu ce que je peux apporter. Voilà. Merci pour ces propos, Sada. Et vous avez mentionné l'engagement des jeunes dans les processus de gouvernement et aussi pour le leadership de leur pays. Sur ce, je vais me tourner maintenant vers notre troisième orateur, Dosso Muhammadu. Dosso, de par votre activisme et de votre expérience dans le domaine du changement social, je vais vous demander de partager avec nous les conseils que vous aurez pour les jeunes qui nous regardent aujourd'hui afin de promouvoir l'accès à ceux qui ont été les plus démunis durant la période du COVID-19 et encore plus après la réouverture des écoles et des établissements après la pandémie du COVID-19. Parce que nous savons tous que plusieurs organisations ont milité afin de promouvoir l'accès à l'éducation, l'accès aux technologies et l'accès aux informations pour plusieurs groupes qui ont été souvent mises de côté par la société. Donc, la pandémie du COVID-19 n'a fait qu'aggraver la situation de ces personnes. Et nous voyons souvent dans plusieurs pays, le coût pour l'accès à l'Internet est tellement élevé que plusieurs personnes n'ont pas accès. Donc, comment peuvent les jeunes d'aujourd'hui aider afin que ceux qui sont les plus démunis soient inclus dans la société civile? À vous, Dosso. D'accord, merci Tania pour l'invitation sur ce panel. Le rôle des jeunes pour la démocratie en période de pandémie. D'accord, donc pour moi déjà la démocratie c'est défini comme la capacité d'un peuple à jouir de ses droits. Et aussi la démocratie c'est aussi la capacité des partis politiques qui sont dans un pays d'exprimer librement leur opinion. Depuis l'apparition de la pandémie à coronavirus dans le mois de février, avec l'enregistrement des premiers cas au niveau du Niger, l'Afrique, surtout les pays d'Afrique, ont dû prendre des mesures pour faire face à cette pandémie. Donc, nous avons plusieurs mesures, dont mon frère Hassan a eu à citer certains. Le confinement de la population, l'arrêt des activités culturelles sportives, le port des masques obligatoires, on a l'utilisation des gels hydroalcooliques, le couvre-feu, on a aussi l'état d'urgence qui a été décrété dans de nombreux pays. Nous savons très bien que l'état d'urgence, lorsqu'on décrète l'état d'urgence, ça veut dire le pays est en danger. Et donc, dans cette situation, la population africaine, surtout si je prends au niveau de la Côte d'Ivoire, la population ivoirienne était en danger. Donc, l'État n'avait pas autre choix que de décréter l'état d'urgence au niveau national, qui empêche à long terme la population dans ces différents mouvements. Et donc, en revenant à votre question, qui est de savoir comment accompagner les jeunes
dans des actions qui vont favoriser leur action, donner une grande visibilité à leurs actions dans le cadre de lutte contre la pandémie et aussi la promotion de la bonne gouvernance. Je pense qu'il faut organiser les jeunes parce qu'il arrive de constater malheureusement que dans de nombreux pays, les jeunes sont mal organisés et certains jeunes ne sont même pas membres de certaines organisations, des organisations de jeunesse, et ils ne peuvent avoir de l'influence sur la scène nationale et même internationale. Moi, par exemple, je suis impliqué au sein de plusieurs organisations, à savoir Global Vision, étant le représentant pays, également de la société civile d'Afrique, dans le cadre de la lutte contre le paludisme et le VIH-Sida. Donc, nous intervenons dans ce domaine-là afin de pouvoir porter le plus haut le message de la jeunesse, la vie de la jeunesse sur tout ce qui est question de lutte contre la pandémie. En matière de technologie, bon, je ne connais pas pour de nombreux pays, mais je sais qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des jeunes ont accès à la connexion Internet. Les jeunes se connectent régulièrement sur les réseaux sociaux. Et on a vu pendant la période de pandémie la propagation de mauvaises informations, les fake news qui se propageaient, on dirait des petits pains sur la toile. Et donc, l'État ivoirien a dû prendre certaines mesures pour canaliser certains jeunes qui s'adonnaient à toute propagation d'informations qui mettaient en mal l'unité, je dirais, la sécurité nationale, qui faisait croire que l'État utilisait, je dirais, des moyens malsains pour, je dirais, cacher des facettes de la pandémie. Une petite anecdote, lorsque la pandémie a commencé en plein état, l'État avait pris une décision de créer au niveau d'une commune d'Abidjan, qui est Yopougon, un centre de dépistage de la pandémie. Et sachant qu'il y a des Ivoiriens qui étaient venus de l'extérieur, qui étaient confinés à un centre au niveau de INGS, qui est à Abidjan Sud. Donc, l'État avait pris la décision d'installer dans l'une des communes les plus peuplées d'Abidjan un centre spécial pour dépister des personnes qui pourront être des potentiels malades du corona. Et l'information qu'il y a eu, je dirais, des fake news qui ont fait état que l'État organisait la propagation de la maladie dans cette commune. Et donc, les jeunes de cette commune sont descendus dans les rues, ils sont allés saboter l'installation qui avait déjà démarré. Et après, bon, les autorités sont revenues à la charge et ils ont eu plusieurs discussions avec ces jeunes pour mieux leur expliquer que, en fait, ces installations ne visent pas à venir prendre des malades et les installer dans leur zone, mais plutôt dépister des populations qui vivent déjà dans la zone. Donc, ces informations ont circulé sur les réseaux sociaux pendant une semaine et qui ont suscité l'engouement des jeunes à vouloir riposter contre ces mesures-là. Et donc, au niveau des formations, au niveau de la Côte d'Ivoire, mon pays, l'État a mis en place des cours en ligne. Donc, la majeure partie des étudiants des élèves également, ont pu terminer l'année en suivant les cours via les outils de nouvelles technologies. Et donc, en grosso modo, je dirais que les jeunes ont accès aux nouvelles technologies de plus en plus. Et donc, ils interviennent dans les débats politiques et également dans tout ce qui est question de lutte contre la pandémie en ligne. Donc, il n'y a pratiquement pas d'obstacle à ce niveau. Donc, moi, les conseils que moi, j'aimerais adresser à de nombreux jeunes, aux participants surtout, c'est de s'organiser, c'est d'intégrer des réseaux, c'est de voir s'il y a des organisations de jeunesse qui existent dans leur commune, qui sont bien évidemment déclarées, reconnues par l'État, qui ont leur récépissé des déclarations, d'intégrer ces organisations et agir pour pouvoir soutenir l'État dans ses actions de lutte contre la pandémie. Merci. Merci pour ces propos, Dousso. Je vais maintenant me retourner vers Sada. Sada, vous avez récemment reçu votre diplôme de droit
Et en tant que juriste moi-même, je pense que vous serez d'accord avec moi que le droit est souvent rempli de termes techniques et de jargon qui fait que le domaine demeure inaccessible pour bon nombre de gens, notamment les jeunes. Donc, pensez-vous que le fait que les jeunes hésitent à s'engager en politique, comme vous l'avez recommandé, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients de leurs droits? Et comment faire justement s'ils ne sont pas conscients? Comment faire pour leur éduquer? Et comment faire pour faire ce que le droit soit beaucoup plus accessible, non pas uniquement aux jeunes, mais aussi au public en général, afin qu'ils puissent tenir euh, leur gouvernement responsable pour les actions qui ont été prises, notamment pendant les périodes de COVID-19 où nous avons noté plusieurs abus de droit. À vous, Sada. Ok, merci Tania pour la question. En fait, pour que les gens ou bien la population connaissent vraiment leurs droits, le droit, c'est pas quelque chose où il faut vraiment l'apprendre au niveau de la faculté. Mais certains droits, on peut l'apprendre dès le primaire, dès le secondaire. C'est-à-dire que notre droit en tant que citoyen, ce qui nous revient de droit, ça s'apprend au niveau du lycée. Maintenant, les jeunes ont peur de faire leurs études en droit. C'est parce qu'ici en Afrique, je prends le cas du Tchad, c'est-à-dire qu'on enseigne le droit d'une manière vraiment générale en fait. On met tout dedans, ou du point où les gens, même les jeunes, ont peur vraiment voilà, de choisir cette filière. Moi, par exemple, par expérience, je parle avant que voilà, j'entre en première année. Là, je me suis dit que voilà, je vais faire droit. Bon nombre de personnes m'ont dit que voilà, tu vas faire droit, waouh, là tu vas apprendre que des articles, vous allez réciter que des articles par cœur et tout ça. J'ai dit non, on ne peut pas seulement apprendre des articles par cœur, mais il faut connaître nos droits en fait. Et pour connaître ses droits et surtout ses devoirs aussi, on ne peut pas parler des droits et sans parler du devoir. C'est-à-dire que tout ce qui est droit nous relie directement à notre devoir et tout ce qui est devoir nous relie aussi à notre droit. Donc, à propos de ces gens, voilà, j'ai vraiment hésité, voilà, mais j'ai fini aussi par faire la première année, deuxième année et troisième année. Et là, j'ai fait une spécialité, voilà, en juriste conseil, c'est-à-dire conseillère, voilà, auprès d'une entreprise et tout ça. Mais je pense que pour nos droits de base, c'est-à-dire qu'il faut vraiment sensibiliser en fait. Il y a des citoyens, il y a des populations qui ne connaissent pas vraiment ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas en faire le faire. Donc, ce sont ces gens-là qu'on doit vraiment les sensibiliser. Et moi-même, étant que voilà, juriste, j'ai fait que 3 ans, hein, Tania. En tant que juriste, voilà, on peut vraiment sensibiliser les gens. Tout se passe par la sensibilisation, l'information. Il faut savoir communiquer avec les autres, être proche de ceux-là, afin d'inciter aussi. Et ceux qui ont fait le droit doivent vraiment valoriser ça, en fait. On doit vraiment valoriser. C'est en valorisant notre diplôme, en valorisant nos métiers, que les autres aussi, voilà, auront envie, en fait, de faire le droit. Donc, nous, en tant que les aînés, donc, on peut vraiment, à travers nos actes, bien sûr, on peut inciter ces gens-là, les inciter afin qu'ils puissent avoir une idée sur leurs droits et surtout aussi leurs devoirs, en fait. Donc, pour moi, tout se passe par la sensibilisation, la communication et voilà, et aussi être un modèle. Si on devient un modèle, c'est-à-dire que les gens ont dit waouh, tiens, cette fille est devenue juriste, elle me donne vraiment envie aussi d'être une juriste. Donc, il faut vraiment savoir aussi comment valoriser ce qu'on en a. Et puis, c'est bon. Merci Sada pour ces mots d'encouragement. Et Sada a mentionné qu'il faut que ce n'est pas suffisant que les jeunes aient uniquement une visibilité, mais qu'il faut qu'il y ait une représentation qui soit suivie des actions concrètes afin de promouvoir l'engagement des jeunes. Donc, je vais maintenant me tourner vers Al-Hafiz Hassan, qui est représentant pour les jeunes africains de l'Afrique centrale pour la paix à l'Union africaine.
Et à la fin, ma question pour vous est, nous avons souvent remarqué que les jeunes qui ont cette volonté de s'engager afin d'améliorer la société, afin de tenir pour responsables les gouvernements, afin d'éviter les abus, ils sont vraiment motivés, mais ils ne savent pas comment faire. Et surtout que souvent, ils voient qu'il y a des jeunes qui, comme vous, sont engagés au niveau international, mais là, ils hésitent, ils ne savent pas comment faire. Donc, comment fait-on pour encourager ces jeunes et aussi comment fait-on pour les guider afin qu'ils puissent avoir des opportunités qu'ils méritent? Et je vais aussi vous demander de mettre l'accent sur les jeunes francophones en Afrique parce que nous sommes tous au courant que l'Afrique francophone a une grande barrière de langue parce que plusieurs jeunes ne sont pas bilingues, ce qui fait que ça limite l'accès au matériel, ça limite l'accès à plusieurs plateformes en ligne. Donc, comment faire justement afin que ces jeunes puissent avoir les opportunités qui, qui n'ont pas eu accès, auxquelles ils n'ont pas eu accès auparavant? À vous, à la fin. Merci Tania. Je pense que le problème aujourd'hui d'une manière générale, les gens ne veulent pas s'engager. Quand nous-mêmes, parfois, on fait l'objet des critiques lorsque les gens nous voient engagés. Que vous n'avez rien à faire, vous êtes là, vous sortez pour faire des trucs. Qu'est-ce que cela va vous rapporter? Nous, on considère ça comme les paroles de... On dit que ce sont les pessimistes qui parlent ainsi. Mais je pense qu'il y a un sérieux problème. Comment on peut inciter ces jeunes? Comment on peut les encourager? Du fait de leur faire un success story, je ne pense pas. Je pense que chaque engagement a quand même une origine. Je dis, si quelqu'un s'engage à faire quelque chose, c'est qu'il sait qu'il a été poussé quelque part pour qu'il le fasse, c'est qu'il a quelque chose intérieur, une conviction, une passion qui l'a poussé à faire ce qu'il est en train de faire. C'est tout comme l'entrepreneuriat, tout comme le commerce, tout comme autre activité. Mais aujourd'hui, voir les jeunes s'engager en politique, tout le monde demande le changement, mais quand on dit qui veut changer, personne ne veut changer. On dit que nos dirigeants sont vieux, mais qui veut venir diriger, il n'y a personne qui peut se présenter. Donc, je pense que le problème est c'est un problème de conviction et c'est aussi un problème de passion individuelle que je ne peux pas aussi généraliser. Mais du côté de l'accès aux jeunes francophones sur le plan international, j'ai eu l'occasion déjà de participer à plusieurs rencontres au niveau international, même au niveau de l'Union africaine, comme on parle. La langue la plus privilégiée, c'est l'anglais. Je ne sais pas parler anglais, il y a des sessions où tout est anglais, soit tu comprends anglais, soit tu ne comprends pas. J'avais aussi participé à une formation qui a été initiée par Aya Chebi, Afrecis. Lorsqu'on était parti, on était deux francophones, il y avait une malienne et moi j'étais tchadien, on était les seuls. Donc, tout a été programmé que la formation ait lieu en anglais. Le français n'a pas été prévu. Donc, pour nous, on voit que c'est de la discrimination. Mais nous, lorsqu'on prend la parole pour intervenir, on parle en français. Parce qu'on ne peut pas aussi faire l'effort de comprendre les autres, font l'effort de nous comprendre. Parce qu'il faut que ça doit être mutuel. Et les anglophones ont l'habitude de nous minimiser. Parce que quand vous trouvez un francophone, il y a 90% de chances qu'il comprend au moins l'anglais. Mais quand vous trouvez un anglophone, il y a 5% de chances qu'il comprend le français. Donc, c'est ça aussi le problème. Et j'ai l'impression que, par exemple, le pays comme le Cameroun, les jeunes avec qui on se rencontre souvent, ce sont des jeunes anglophones. Ils viennent tous des régions anglophones. Ce sont ces jeunes qui ont plus d'opportunités que les autres jeunes camerounais. Et je me demandais souvent, est-ce que c'est parce qu'ils parlent seulement l'anglais qu'ils ont cette opportunité ou c'est parce que les autres ne cherchent pas? Si nous, on a pu accéder à toutes ces opportunités, c'est parce qu'on a été un peu ambitieux, on a cherché, on a bousculé avant qu'on arrive à ça. Mais est-ce que les autres, c'est parce qu'ils ne cherchent pas ou bien c'est parce que la langue qui leur fait défaut? Donc, c'est une question qui reste ouverte.
L'année dernière, on avait participé à une consultation régionale des jeunes sur la paix et la sécurité. C'était organisé par l'Union africaine. Pour l'Afrique centrale, on était réunis, chaque pays avait 2 représentants. Donc, les pays de l'Afrique centrale étaient 9, on était partis. Les gens de l'Union africaine étaient là pour nous interroger. Qu'est-ce que vous faites sur le terrain? Tout ça, on leur a expliqué, mais ils étaient étonnés que nous qui étions sur le terrain, avec rien, on faisait plus que eux, ce qu'ils faisaient au niveau de l'institution. Ils ne savaient pas que de telles choses sont en train d'être réalisées en faveur de la paix par les jeunes. Et je pense que ça leur a ouvert les yeux d'impliquer beaucoup plus de jeunes, d'aller encore plus loin. Et c'est là qu'aujourd'hui, vous voyez même notre nomination en tant que jeune ambassadeur de la paix, la nomination de l'ambassadrice Salima Saada. Ce sont des exemples que maintenant nos organes de décision veulent impliquer les jeunes au niveau des organes de prise de décision. Merci. Merci Al-Hafiz. Al-Hafiz nous a parlé de la discrimination dont font face plusieurs groupes qui sont en minorité, notamment les Africains francophones. Mais nous notons aussi sur le continent africain et partout ailleurs dans le monde que plusieurs groupes qui sont en minorité souffrent de plusieurs formes de discrimination. Je vais maintenant me tourner vers Sada, qui est aussi une activiste pour les droits des femmes. Nous avons remarqué, Sada, que la pandémie de COVID-19 a vraiment détérioré la situation des groupes minoritaires. Donc, nous avons aussi remarqué que plusieurs organisations et plusieurs gouvernements ont pris des actions afin d'inclure des représentants de ces groupes minoritaires dans les panels ou dans les organismes afin de contribuer à prendre des décisions. Mais souvent, ces représentations sont uniquement à titre de représentation, justement. Donc, souvent, leurs propos ne sont pas pris en compte ou leurs commentaires ne sont pas suivis des actions. Donc, comment faire afin d'éviter que les organisations telles que les organisations gouvernementales ou les organisations internationales également évitent de prendre les jeunes ou les femmes ou les jeunes qui grandissent avec un handicap, par exemple, uniquement pour le rôle de représentant et non pas implémenter des actions concrètes. À vous, Sada. Tania, tu peux répéter la question? Je n'ai pas bien saisi. Donc en sommaire, ma question est comment éviter que les gouvernements n'engagent des jeunes ou des représentants de groupes minoritaires uniquement pour le but de la représentation sur les panels de discussion ou dans les forums pour prendre des décisions, et comment s'assurer que la représentation de ces groupes minoritaires soit suivie d'actions et que les jeunes puissent vraiment faire entendre leur voix et non pas que ce soit uniquement pour montrer justement aux organisations internationales et à la communauté internationale que oui, nous avons sur notre panel un jeune, nous avons sur notre panel une femme, mais ceci n'est pas suivi d'action. Comment éviter que cela se produise? Ok, en fait, pour la question, c'est-à-dire que chaque gouvernement doit vraiment impliquer sa jeunesse, en fait, surtout dans les instances de prise de décision. Donc, c'est-à-dire que la jeunesse d'un pays peut vraiment réclamer un quota de tel pourcent où les jeunes dans les instances, voilà, nominatives comme électives. Et la jeunesse doit vraiment aussi montrer ses capacités, ses expériences, un leadership vraiment confirmé que la jeunesse aussi peut faire quelque chose. Si on a une jeunesse vraiment consciente, une jeunesse consciente de son avenir, un gouvernement ne peut pas décider à sa place. Une jeunesse unie, une jeunesse solidaire, une jeunesse qui se démarque par sa capacité, ses expériences, son sens de leadership. Un gouvernement ne peut jamais lui imposer quoi que ce soit. Et donc, ça revient aussi à la jeunesse d'être une jeunesse vraiment consciente,
une jeunesse vraiment responsabilisée, où on peut vraiment faire confiance en fait. Même si on prend par exemple l'exemple de jeunes qu'on le nomme, mais dès leur accident, comment dirais-je, leur implication une fois dans le gouvernement, dans la gestion de la chose publique, ils font de n'importe quoi en fait. Et ceci déçoit vraiment nos gouvernements qui ne fait pas vraiment nous responsabiliser en fait. Donc il faut vraiment que la jeunesse aussi soit vraiment une jeunesse unie, une jeunesse solidaire, une jeunesse qui a vraiment cette énergie de défendre ces pays. Au cas où les aînés ne sont pas là, on peut vraiment diriger ces pays-là. Donc le point que j'insiste dessus, c'est une jeunesse consciente de son avenir, une jeunesse responsabilisée, où on peut vraiment faire confiance. Une jeunesse qui est dynamique, son gouvernement ne peut lui jamais imposer quoi que ce soit. Une jeunesse qui connaît ses droits, je reviens encore sur la question du droit en fait. Une jeunesse qui connaît ses droits, c'est une jeunesse où elle sait vraiment se défendre, comment se défendre. Et une fois qu'on connaît vraiment nos droits, tout ce qui nous revient comme droit, à ce moment-là, on peut vraiment s'imposer dans le gouvernement et aussi se débarquer par notre sens de leadership et savoir aussi nous imposer en fait. Personne ne nous dit que la jeunesse, venez, on va vous donner un quota de 50%. Non, ça ne se fait pas. Personne ne va nous appeler, on doit seulement s'imposer dans la chose publique. Et ceci doit se passer par une conscience vraiment collective au niveau de la jeunesse et une jeunesse aussi vraiment qui se démontre dynamique et capable de gérer quelque chose. Et je pense que le gouvernement aussi, nous ferons aussi confiance en nous, confiance certains postes qu'on pourra vraiment être à la hauteur de sa gestion. Et donc, c'est un peu, pour ajouter ça, donc nous voyons souvent dans les postes gouvernementaux ou pendant les élections générales, on a souvent un système de quotas qui est implémenté afin que un certain nombre de femmes aient certains sièges dans des positions qui impliquent des décisions. Mais pensez-vous que ceci est nécessaire afin d'accorder une voix aux femmes? Et est-ce que un quota, ça veut automatiquement impliquer que les droits des femmes seront respectés, surtout en cette période de COVID-19 où nous voyons que les femmes sont une des groupes qui ont été les plus affectés par la pandémie? Ah oui, Tania, avec la participation surtout d'un quota de femmes au niveau du gouvernement, je pense que c'est vraiment important. Je prends le cas du Tchad, mon pays. On a récemment, le président a adopté que les femmes ont leur quota, c'est 30% en fait. C'est 30% dans les postes nominatifs comme électifs. Et maintenant, si on compte dans le gouvernement actuel tchadien, on a plus de 7 femmes. Et c'est déjà pas mal en fait. Ces 7 femmes ou plus de 7 peuvent vraiment être capables de nous défendre en fait. Et, Merci Sada pour ces propos. Je vais maintenant me tourner vers Dosso et nous allons prendre une question qui nous vient de Douchouba Konate. Donc la question est comment améliorer la redevabilité auprès de nos gouvernements en tant que jeunes? Comment la jeunesse peut s'impliquer dans les affaires publiques? D'accord, merci Douchouba pour cette question. Merci à Tania également. Pour moi, selon moi, les jeunes peuvent s'impliquer en se rattachant aux organisations de la société civile. Il est important que les jeunes se mettent en réseau pour pouvoir influencer la scène nationale et aussi la scène internationale. Parce qu'un jeune, à lui seul, ne peut rien contre la force de l'État. L'État est tout puissant. Et donc, la société civile, nous savons très bien que la société civile se retrouve au milieu de tout ce qui est prise de décision au niveau de l'État, des institutions, des entreprises, etc. Donc, un jeune qui est membre d'une organisation de la société civile a la possibilité de faire connaître aux yeux du monde entier sa vision sur la politique de son pays. Donc, pour moi, il faille que les jeunes intègrent
dans leur esprit l'idée d'engagement à long terme. Au niveau national, nous remarquons qu'il y a des jeunes qui intègrent des organisations, ou je dirais même qui sont sympathisants de certaines organisations, mais qui ne sont pas dans l'action. Et ils peuvent traîner pendant 10 ans, 20 ans, hein, tout le temps, ils sont là, ouais, ils disent, bon, je suis membre de telle organisation, aujourd'hui, je suis membre de telle organisation. Mais en réalité, lorsqu'on leur demande d'aller à l'action, ils ne sont pas capables d'aller à l'action. Comme le disait le frère Hassan, ils ne sont pas capables d'aller à l'action, ils ont peur, et d'autres aussi ne vont pas à la recherche d'informations adéquates. Ils se contentent juste de dire, bon, je suis membre de telle organisation, je suis juste volontaire, je cours ici, je nettoie la route, je mène telle action. Mais en réalité, ils n'ont pas d'impact, au fait. Parce qu'en politique, il faut avoir de l'impact. Un leader politique, c'est une personne qui a la capacité d'influencer la scène nationale et au-delà, la scène internationale. Donc, à partir du moment où vous êtes jeune, vous êtes incapable d'influencer la scène nationale, cela, il va sentir que l'État ne fera rien avec vous, en fait. Mais si vous êtes capable de vous mettre ensemble, de créer une organisation et que vous déclarez auprès de l'État et vous tracez vos objectifs et que vous menez des actions en continu, l'État ne fera que vous écouter et aussi vous aurez les institutions internationales ne feront que vous suivre dans votre démarche et vous verrez qu'à long terme, vous aurez de l'impact dans votre pays et vous serez totalement impliqué dans tout ce qui est question de développement et aussi question d'insertion des jeunes. Voilà, l'État ne pourra pas se passer de vous. Vous serez sollicité à toute activité de l'État et aussi les institutions internationales vont vous solliciter. L'année dernière, j'étais à la BAD. Merci, Lusso. Je suis navrée de vous interrompre, mais nous arrivons malheureusement à la fin de notre session. Et merci pour ces propos de Sada et Al-Hafiz. Et comme vous voyez sur notre écran en ce moment, donc vous avez toutes nos informations de contact. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions ou si vous voulez collaborer avec nous dans le futur. Je vais aussi remercier Restless Government, Accountability Lab et OpenGov Partnerships pour nous avoir donné cette plateforme parce que, comme l'a mentionné Al-Hafiz, il est crucial de donner une plateforme aux francophones parce que nous avons des plateformes assez limitées afin de pouvoir faire entendre notre voix. Donc, merci à nos organisateurs. Et je voudrais maintenant laisser la place aux prochaines sessions qui sera International Organizations as a Bridge Between Youth and Government. Je vous remercie de nous avoir rejoints pour le Digital Youth Summit et je vous souhaite de passer de très bons moments avec nos orateurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous.